Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En fait, Speed Games, donc je te disais, nous, à l'issue de cette expérience Kerus et de ma deuxième boîte qui s'appelait MyRev, donc dans le commerce classique, j'ai cherché une alternative justement. Et ce que je te disais, c'est j'ai étudié tous les business models qui existaient. Et au départ, on est parti sur un truc qui était une plateforme d'échange avec une monnaie virtuelle, un truc assez compliqué et ça n'a pas bien fonctionné. Et du coup, c'est là où on a regardé quels étaient tous les modèles possibles en fait. On a analysé vraiment toutes les boîtes qui faisaient du commerce en ligne, tous les différents modèles. Et on a pensé que le bon modèle était le modèle de marketplace B2C. Et donc, on a pivoté, pour utiliser un terme qui n'existait pas à l'époque, et on a transformé donc Speed Games, qui était à la base une plateforme d'échange avec une monnaie virtuelle, un truc assez compliqué. Donc je voulais te vendre FIFA 2004 contre Call of Duty Modern Warfare, et ben toi il y avait un nombre de crédits pour l'un pour l'autre, il y avait une différence. Et moi mais il y avait quand même de l'échange d'argent ou du coup pas du tout? Non, il n'y avait pas d'échange d'argent. C'est embêtant pour vous pour gagner de l'argent du coup. Oui, alors on vendait le droit à l'échange, enfin c'était un truc. Bon, ça a pas fonctionné. Donc, Et ça n'a pas fait fonctionner combien de temps avant? Ça n'a pas fonctionné 1 an. Le temps de lancer la plateforme et qu'on voit que en fait il n'y a pas assez de liquidité sur le. Et c'était la première fois pour toi, parce que je veux dire, les deux entreprises d'avant, en 6 ans, tu t'en vends 2, je veux dire, c'est la première fois pour toi que ça ne fonctionne pas, entre guillemets, non, à ce moment-là? Alors non, parce que comme je te disais, quand on monte une boîte, il y a toujours des hauts et des bas. Donc là, on était face à un bas, on s'est dit, bon, bah voilà, le truc qu'on a lancé, il ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on a commencé à réfléchir, on a commencé à vouloir, ce que je disais, à étudier le marché, à essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le modèle de marketplace nous semblait être le bon. Donc, on a lancé notre marketplace, toujours dans le même domaine qui était le jeu vidéo et l'univers du jeu vidéo, parce qu'on avait aussi racheté des sites de contenu en parallèle dans le domaine du jeu vidéo qu'on avait commencé à créer une base client en fait, là-dedans. Donc, il n'était pas question de changer de domaine. Et en plus, c'était un domaine qui était en forte croissance. Tu avais les nouvelles consoles qui étaient sorties. Donc, c'était un marché intéressant. Et donc, on a développé ce modèle de marketplace qui est le même modèle en réalité qu'on développe aujourd'hui. C'était la version 0 ou 0.1 de Miracle. Exactement. Et tes vendeurs, c'était qui? C'était Infogrames et je sais pas, eSport? Non, c'était des boutiques. C'était des boutiques. C'était des boutiques qui vendaient du neuf, de l'occasion. C'était des boutiques de jeux vidéo, et des boutiques qui vendaient des produits dérivés. Donc, on avait réussi à créer une offre extrêmement large dans le domaine du jeu vidéo. Et t'arrives à avoir des boutiques, par exemple, des prix, je sais pas, souvent, ce qui marche bien là-dedans, c'est que tu vas avoir une boutique, j'ai dit une connerie, mais un peu polonaise, ou des prix qui arrivent à être en dessous du marché, ou des... Exactement, c'était ça. Et c'est là où on voyait la force du modèle, c'est que d'abord, on avait branché sur notre plateforme des boutiques, pas uniquement en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe. Donc, ça nous permettait parfois d'être plus compétitifs sur certains produits. On avait développé des outils qui permettaient à ces boutiques de se brancher très facilement sur notre plateforme, donc d'avoir beaucoup de stocks, des prix en permanence à jour. Et c'est ça la force du modèle marketplace. Et c'est là où la technologie entre en compte par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les flux qu'il faut brancher. C'est que toute la complexité d'un projet marketplace, il est aussi là. Pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il y ait une offre large, il faut que ce qu'on appelle l'onboarding des vendeurs, donc c'est la manière dont les vendeurs viennent mettre en vente leurs produits sur la plateforme, soit très facile. Donc ça fait partie des enjeux technologiques d'une marketplace, c'est ce que Miracle fait très bien. Et il y a aussi après tout le suivi, la qualité de service, parce que quand tu as une vente qui est faite sur ta plateforme par un tiers, il faut t'assurer que la transaction et que la qualité du produit soit bonne, que la qualité de service qui est donnée par ton vendeur, s'il dit que ton client va recevoir son produit dans 2 jours, faut qu'il reçoive son produit dans 2 jours.
etc., etc. Et tout ça, ça se monitore. Là, on va pouvoir rentrer en effet de plein pied dans petit à petit ces versions de marketplace, parce qu'aujourd'hui, vous faites ça at scale, donc ça devient beaucoup plus complexe que cette version. Exactement. Ça, c'était, comme tu disais, c'était les prémices. Et en gros, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre la suite de l'histoire, le lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a développé cette marketplace. Elle s'est très bien développée. Donc, c'est une marketplace dans le jeu vidéo qui marche très bien. Et un jour, on a rencontré Xavier Flamand, qui était le directeur général de Fnac.com. Et Xavier, à l'époque, on discute avec lui et nous, on cherchait un partenaire en fait avec la Fnac parce qu'on voulait avoir une marque qui nous permette en gros, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir un trafic plus facile et moins cher que quand t'as pas une marque, une enseigne. Et donc Xavier, on se parle, on discute d'un projet, de notre projet, on lui présente Split Games, on lui explique ce qu'on fait, et puis il nous dit au lieu de faire un partenariat, on va racheter, la Fnac va racheter votre boîte, on va utiliser la technologie que vous avez développée, on va la brancher sur Fnac.com, et vous allez développer la marketplace de la Fnac, ce qui va permettre à la Fnac de faire ce que nous, on pensait être la bonne chose à faire, et lui aussi, et c'est là où nos visions se sont rapprochées, et où on a été assez visionnaire avec Xavier, qui était de faire la marketplace de la Fnac, donc élargir l'offre, proposer plus de produits aux clients qui viennent sur la Fnac, être plus compétitif en prix, avoir une meilleure qualité de service sur certaines gammes de produits, etc. En fait, ça semble, tu le dis après, ça semble évident, simple, etc. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, comment ça fonctionne, ça, et c'est pas forcément hyper naturel. Je veux dire, si je prends, et là je te prends des réflexes qu'il faut pas avoir, hein, mais que tu as dû avoir plein de fois en face de toi, c'est de te dire que quand même, comment s'appelait le patron de Fnac.com? Xavier Flamand. Xavier, à ce moment-là, qu'on embrasse, eh bien, il te voit, il faut quand même intellectuellement se projeter en se disant, je vais quand même me mettre en compétition moi-même avec mes produits que je vends sur Fnac.com, avec une armée de pimpins qui vendent des produits neufs, d'occasion, moins chers que moi, sur lesquels en plus je marge moins. C'est pas si simple, tu vois. Non, c'est même très compliqué, et ça s'est pas fait en une journée. Xavier a eu la vision, il a été aussi soutenu par Fabien Sfez, qui était le directeur général de Fnac à l'époque. Et en fait, oui, c'est compliqué, mais si tu réfléchis froidement, si tu prends un peu de recul, si tu laisses de côté tes biais cognitifs et que tu te dis, quand le client il vient chez moi, si je suis pas capable de lui apporter ce qu'il cherche et qu'il a un clic de mon concurrent, il va aller chez le concurrent. En fait, je comprends et tu as raison. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, le modèle de marketplace, il peut sembler très simple quand tu te dis, typiquement, moi, je vends, je dis une connerie, je suis Amazon et je vends principalement des livres. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais je schématise des livres, des CD, des jeux vidéo et voilà, à l'origine. Puis à un moment, je vais ouvrir ce truc parce que je fais ça bien, en disant à plein de gens, tiens, vends aussi tes appareils photo chez moi et vends aussi ça et ça. Quand tu dis j'élargis ma gamme, finalement, tu dis il n'y a pas de souci, je vais faire plus de volume, plus de business, etc. Mais quand tu es sur une dynamique de Fnac comme ça, tu es en plein... Au début, souvent... Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on a le recul, mais au début, souvent, et c'était le cas à la Fnac, on ouvrait d'abord sur des catégories de produits qui n'étaient pas considérées comme stratégiques. Et en fait, quand on voyait les effets... On n'est pas les télés, quoi. Exactement. D'ailleurs, au début, sur la marketplace, on ne vendait pas les télés. Et quand tu regardes, en fait, encore une fois, quand tu fais l'analyse et quand tu es dedans et que tu regardes et tu dis, mais en fait, c'est magique. Donc, j'ai plus de produits. Je fais plus de marge quand je fais une vente marketplace que quand je fais une vente en direct. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques. Je ne suis pas obligé de porter des stocks. C'est assez simple. Je ne suis pas obligé de porter des stocks de produits qui me coûtent cher, qui sont immobilisés. Je ne suis pas obligé de prendre des risques aussi sur certaines références parce que sur lesquelles je vais devoir immobiliser et mettre en stock. C'est magique. Et que quand le client y vient, en plus, je fais des ventes que j'aurais peut-être pas faites parce que j'étais moins bien placé en prix. Du coup, mon client, maintenant, il achète chez moi au lieu de se barrer et d'aller chez la concurrence américaine. C'est magique. Et en plus, c'est rentable. Ça marche. Alors, quand on a développé ça avec la Fnac, on a vu tous les indicateurs qui étaient au vert. Donc petit à petit, ils se sont dit, si ça marche sur les catégories qui ne sont pas stratégiques, faisons des tests sur certaines catégories, sur certaines références.
Et l'effet vertueux joue encore plus fort. Mais c'est fou, ça marche encore mieux sur nos core catégories. Et là, ensuite, on a ouvert. Et en fait, on a commencé à comprendre que la marketplace était un outil qui n'est pas en confrontation avec le métier historique et de vendre des produits, mais qui est en complément. Et on doit faire les arbitrages en disant, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour mon client ? Puisque de toute manière, moi, A ou B, je gagne. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour mon client ? Est-ce que c'est mieux qu'il achète le produit en marketplace ou est-ce que c'est mieux qu'il achète le produit en direct ? Quand c'est mieux, je mets en avant l'un ou l'autre. Et là, ça marche. Et en gros, ça a été un énorme succès, la marketplace de la Fnac. Et nous, ça nous a conforté dans notre idée avec Adrien que c'était le bon modèle, que c'était ça, le commerce de demain, que c'était ça. Et d'ailleurs, on a écrit donc, un bouquin qui s'appelait Marketplace, l'e-commerce de demain, parce que c'était la réalité. Et c'était même plus que l'e-commerce de demain, c'était le commerce de demain parce que ça remet le client au centre. Et dans un environnement ultra concurrentiel qu'on a aujourd'hui, parce que le client il est sollicité en permanence partout, le seul moyen que tu as de garder ton client ou de récupérer un client, c'est de lui apporter ce qu'il veut au meilleur prix, avec la meilleure qualité de service. Et le seul moyen de faire ça, c'est la marketplace. Et pour finir, pourquoi Miracle ?